Salut et bienvenue sur la guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fondamental en qualité logicielle, la stratégie de test. Si vous vous êtes déjà demandé comment structurer vos tests de manière efficace, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Qu'est-ce qu'une stratégie de test exactement? Tout d'abord, ce n'est pas qu'un document ou une approche qui définit vos tests et comment ils vont être organisés et qui est mis dans un coin et qu'on ne regarde plus. C'est avant tout une vision claire et partagée qui doit inclure toutes les parties prenantes du projet. C'est aussi quelque chose d'adaptatif. Vous n'allez pas utiliser la même stratégie de test pour une petite application web avec quelques utilisateurs ou un système bancaire critique avec des millions d'utilisateurs. Et c'est surtout quelque chose de collaboratif. C'est une stratégie de test qui doit être faite avec toutes les parties prenantes et pas juste faite par une personne seule dans son coin. Elle doit impliquer l'équipe pour vraiment appartenir à tout le monde. C'est donc un document vivant qui va continuer à évoluer pendant la vie de votre projet avec vos apprentissages, vos contraintes et tout ce qui est lié aux évolutions de votre projet. Il y a, il y a trois piliers fondamentaux qu'on va voir ensemble, qui repose vraiment le premier, je l'ai un peu dit juste avant, c'est la vision. Tout le monde doit comprendre où on va et pourquoi. Sans objectif clair, il est vraiment difficile de définir un plan et une organisation pour se mettre en ordre de bataille. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation. On ne copie pas, colle pas une stratégie de test avec juste j'ai les éléments, j'ai déjà fait ça ailleurs et c'est toujours la même chose. Non, il faut pouvoir l'adapter au contexte, aux compétences, aux moyens, aux ressources qui sont à notre disposition. Et le troisième pilier qui est tout aussi important, la collaboration, que ce soit les testeurs, les développeurs, les représentants du métier ou toute autre partie prenante, elle doit être impliquée dans la création de cette vision et donc de cette stratégie de test. C'est cette synergie qui va faire la différence. Pour construire une stratégie, je vous propose une méthode simple mais redoutable qui est très connue, qui s'appelle les CW, qui permet de répondre à 6 grandes questions pour pouvoir initier votre stratégie de test. Le premier, W, le why. Pourquoi on teste? C'est quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs que vous allez définir. Une fois de plus, si vous ne définissez pas vos objectifs, ça va être difficile de pouvoir tout définir. Et dedans, il faut aussi définir aussi vos contraintes, qu'elles soient réglementaires, sécuritaires ou bien de performance. Et on va savoir vraiment pourquoi on teste et sous quelles contraintes. Le deuxième W, c'est le what. Qu'est-ce qu'on teste? Que devez-vous tester dans votre application? Qu'est-ce qui fait partie du périmètre à tester, mais qu'est-ce qui ne fait pas partie du périmètre à tester? C'est tout aussi important et prioritaire de s'aligner sur cela, mais aussi sur la priorité des tests. Quelles sont les zones à risque? Quelles sont celles qui sont moins à risque? Et ça, c'est très important, ça vous aide à mieux tester, mais aussi à mieux prioriser votre développement. Et ça, c'est important. Et ça permet de voir un peu les effets de bord. Et on associe souvent cela à une matrice de risque pour pouvoir mieux définir tout ça, qu'on a aussi co-construit ensemble, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Le troisième W, le when, c'est quand est-ce qu'on teste? À quel moment? À quelle fréquence? Qu'on soit sur un cycle en V ou en agilité, ça va pas du tout être de la même façon et c'est pas non plus avec non plus les mêmes personnes qu'on va tester et c'est pour ça que le prochain W, c'est le Who, pour savoir quels sont les rôles et responsabilités qu'on aura dans une stratégie de test, la fameuse RACI de rôles et responsabilités qui va nous permettre de dire un peu, dans la pyramide de test, qui porte cet effort de test. Par exemple, les tests unitaires sont normalement les développeurs, alors que les tests end-to-end sont en général les QA qui le font. Mais une fois de plus, en fonction de votre contexte, il peut y avoir des arbitrages, notamment sur la partie test d'intégration. L'autre W qui est en fait à la fin, mais qui commence par un H, c'est le how, le comment on teste. Donc là, ça va être aussi, oui, comment on teste, avec quels outils, avec quel processus, est-ce qu'on a déjà, quel gestionnaire de test, quel gestionnaire d'exigence, est-ce qu'on a des outils d'automatisation. J'en ai un peu parlé, mais aussi quel processus, et ça, c'est important pour pouvoir bien s'aligner et bien travailler tous ensemble. Et le dernier W, le W, le where, c'est où on teste,
test, donc en quel environnement et avec quel jeu de données? Il est fort probable que vous n'allez pas avoir qu'un seul environnement. Il va y avoir un environnement pour le dev, un pour, certains types de tests, pour une pré-prod, pour la production, pour des tests de performance. Donc c'est important de savoir quel va être environnement quel environnement va être nécessaire pour quel objectif et surtout avec quel jeu de données. Parce que sans jeu de données, ça va être difficile de tester si elles ne sont pas présentes, notamment dans la base de données dans votre système. Ça va être, plus compliqué de performer vos campagnes de test et surtout, voilà, RGPD oblige, pas de données de production, s'il vous plaît. Donc ces 6 grands W, ces 6 questions doivent structurer votre réflexion. Alors pourquoi se donner tous mal? Quels sont les bénéfices concrets de mettre en place une stratégie de test? Bah, déjà, vous avez défini des objectifs clairs et mesurés, donc vous évitez le flou artistique et ça va vous aider à mettre en place aussi des indicateurs par la suite pour mieux mesurer la qualité de votre production, mais j'y reviendrai par la suite. Secondo, vous allez maîtriser les risques. Vous savez où concentrer vos efforts, que ce soit sur le développement ou sur le test, et à quel moment. L'autre point important auquel vous allez avoir un bénéfice important, les responsabilités sont bien définies, parce que vous avez défini votre matrice RACI. Chacun sait ce qu'il a à faire, et ça, c'est toujours mieux dans une organisation de projet, surtout quand les projets commencent à devenir assez stratosphériques. Et pour finir, bah, vous allez installer aussi une dynamique d'amélioration continue parce que votre stratégie de test, elle va pas rester figée dans le temps, elle va s'améliorer au fur et à mesure et au fil du temps. Vous vous dites peut-être, tout ça c'est bien beau, mais moi je n'ai ni le temps ni les ressources pour faire ça. Pas de panique, je vous ai concocté un petit MVP, un minimum viable pour une stratégie de test. Moi, ce que je vous rappelle, c'est quand même un processus itératif et c'est avec ça qu'il faut essayer de commencer, pas essayer d'avoir la vision parfaite. Donc, si vous devez commencer, il y a quelques étapes à vraiment définir. Donc, les objectifs et les contraintes, il faut rapidement que vous les ayez alignés au sein de votre équipe. Et ça, à partir de ça, vous allez pouvoir identifier aussi le périmètre, les chemins critiques de votre application et définir ce qui est important et ce qui est un peu moins important en termes de risque de développement et donc de test. Il faut aussi clarifier rapidement les principaux rôles et responsabilités pour pouvoir se dire qui fait quoi, qui définit le plan de test, qui teste, qui fait le test unitaire, qui fait le test d'intégration, etc., etc. Surtout, anticipez dès le début vos environnements et vos données de test. Sinon, vous allez vous retrouver au moment de tester, ben, à faire de la spéléo pour trouver vos données de test, à dire que ça fonctionne pas, que ça peut pas marcher et que c'est compliqué. Et surtout, bah, il faut le mesurer. Il faut définir vos métriques clés pour pouvoir le mettre en place. Et bien sûr, dans la mesure du possible, même si vous ne l'avez pas, il faut mettre en place un gestionnaire d'anomalies pour pouvoir traquer toutes ces anomalies qui va vous servir aussi de base pour vous améliorer et comprendre bah, quels sont les domaines fonctionnels où il y a le plus de problèmes et donc itérer et améliorer votre stratégie au fur et à mesure. Donc à partir de cela, vous avez une stratégie de base et vous pouvez l'enrichir progressivement et tendre vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus complète qui va inclure ben, tout le contexte, tous les nouveaux objectifs, les niveaux, les types de tests que vous allez réaliser, les critères d'entrée et sortie pour mettre en place vos quality gates, une gestion d'anomalies claire et retravaillée, un pilotage avec des indicateurs élaborés et pertinents, tout l'outillage que vous allez mettre en place et bien sûr comment vous allez mettre en place un processus d'amélioration continue. Mais encore une fois, allez-y progressivement, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ce qui est crucial, c'est de créer une culture qualité dans votre équipe. Et la stratégie de test va vous aider à cela. Parce qu'elle va vous aider à co-construire vos objectifs et vous allez le faire de façon collective. Et donc, vous n'allez pas imposer une stratégie de test où on va dire, ben ça, de toute façon, c'est que le rôle de la QM, mais ça va être le rôle de l'équipe. Et ça, c'est très important. Vous allez aussi, grâce à ça, pouvoir pratiquer ce que j'appelle le root cause analysis et de savoir qu'en est la vraie cause et s'il y a des problèmes systémiques. Donc, quand vous allez avoir un bug, vous allez vraiment chercher la vraie cause. Donc, grâce à vos indicateurs et grâce aussi à un processus, il y a des pratiques que vous allez mettre en place et que vous allez définir dans votre stratégie de test. Pour cela, vous allez piloter par la donnée, mais pas juste par l'impression. Ah, j'ai l'impression que j'ai plus de problèmes visuels que de problèmes techniques. Bah,
Est-ce que c'est piloté? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que vous en êtes certain? Le but, c'est aussi grâce à cette stratégie de test de sensibiliser tout le monde au shift left. La qualité, c'est l'affaire de tous et ça part de la gestion des requirements, de la vision et inclure les gestionnaires de produits, l'AMOA, les représentants du métier. Et donc, grâce à ça, petit à petit, vous allez instaurer une culture du feedback qui va être positif et qui va vous permettre de faire de l'amélioration et d'être plus dans l'anticipation que de la sanction de la qualité. Donc, cette stratégie, elle doit être portée de fait par toute l'équipe et pas juste par les testeurs avec des métriques de suivi pour piloter votre qualité. Justement, parlons d'indicateurs. Quels sont les KPI essentiels qu'on doit mettre en place? Alors, il peut y en avoir des dizaines et des centaines, mais il faut être assez efficace. Donc, je vais vous en montrer 4 qui peuvent être intéressants, mais qu'il faut adapter aussi à votre contexte, bien entendu. Le taux de couverture de test, forcément. Alors, attention, il faut y aller en profondeur. Si vous êtes sur un parcours critique, ben, faire juste un ou deux tests, ça ne va pas être suffisant. Il faut qu'il y ait un œil important. Donc, il faut vraiment que cette couverture représente la profondeur et la complexité de votre feature. Un indicateur, moi, que j'aime bien, c'est le nombre et la densité d'anomalies. C'est combien de bugs on a par domaine fonctionnel, par composant technique, composant métier, par device. Ça, c'est important. Ça vous permet vraiment de faire des dashboards qui vont vous aider à mettre en place le root cause analysis et de savoir d'où viennent les problèmes systémiques. Le temps de détection et de résolution, bah oui, est-ce qu'on est bon que sur les bugs mineurs ou que sur les bugs critiques, que sur les bugs de production, même pas que sur les bugs de dev? C'est important, de voir ça. C'est des indicateurs aussi qui peuvent aider à s'améliorer et un autre, si vous avez mis en place l'automatisation, bah, c'est le taux d'automatisation, heu, par rapport à ce qui est automatisable, pas juste par rapport au nombre de tests que vous avez. Par exemple, si vous avez 1000 tests manuels, mais que vous pouvez en automatiser que 200 et que vous en avez automatisé 190, bah, si vous avez pris, comme indicateur le pourcentage de tests automatisés par rapport aux tests manuels, vous êtes qu'à 18. Alors que dans la réalité, à date, vous pouvez en automatiser que 90 parce que les autres ne sont pas automatisables pour diverses raisons. Donc ces indicateurs, il faut faire attention, ne pas être des vanity métriques, mais vraiment d'être efficaces et qui vous permettent de vous améliorer dans le temps et de prendre des décisions de façon collective. On ne peut pas parler de stratégie sans parler d'automatisation. Forcément, l'automatisation, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais c'est pas un sujet si facile. Il faut faire attention. Il faut essayer d'automatiser les tests répétitifs qui apportent le plus de valeur, qui sont sur le chemin critique et c'est là que le ROI sera maximal. Dans la mesure du possible, respecter la pyramide des tests. Alors, c'est beaucoup plus facile sur un nouveau projet où il y a rien qui a été développé, mais travailler comme ça avec les développeurs pour pouvoir avoir un maximum de tests unitaires et d'intégration et éviter de faire tous les tests à la fin, ce qui risque de poser des problèmes. Ce qu'on oublie de faire souvent, c'est de calculer le ROI de l'automatisation et de se dire: «Bah, là, si j'ai fait 20, 30, 40, 50 tests automatisés, bah, grâce à cela, on voit moins de problèmes, on est plus efficace. La maintenance coûte pas cher». Donc c'est tout ça qui doit être pris en compte et donc ce qu'il faut faire aussi pour qu'il y ait un ROI efficace, il faut avoir de bons outils et les adapter à votre, contexte. Donc il y en a plein d'outils différents, donc il y a plein de possibilités. C'est une fois de plus pas encore le sujet de cette vidéo et hem et donc une fois que vous avez choisi votre outil, vous connaissez vos chemins de critique, il faut aussi penser à la maintenabilité de votre code de test. Ça reste quand même un projet de développement et c'est sûr que si vous avez que 10 de coûts de maintenance, versus 50, bah, c'est pas le même ROI que vous avez sur l'automatisation des tests. Donc c'est des choses auxquelles il faut regarder et c'est ce qu'on appelle la flakiness et ça, c'est quelque chose qui fait très, très mal, dans l'automatisation. En gros, il faut trouver le bon équilibre entre l'automatisation et le test manuel. N'oubliez pas que l'automatisation n'est pas une phase en soi, mais une possibilité. Il y a quelques pièges aussi assez classiques qu'il faut éviter lorsqu'on met en place ces premières stratégies de test. Heu, Au début, on va vouloir être peut-être, trop rigoureux, trop rigide et ça va être compliqué de s'adapter. Ça va être compliqué aussi d'embarquer tout le monde et c'est là qu'on va avoir de la complexité à aller chercher les gens. Donc il faut vraiment faire ça
de manière collective et essayer de fédérer, c'est vraiment super important. Bien sûr, vous allez certainement tenir le stylo, mais il faut vraiment que vous, heu, mettiez en place une création de stratégie qui embarque tout le monde et qui soit vraiment validée par tout le monde. L'autre point aussi qu'on oublie, c'est qu'on écrit une stratégie, on la laisse, quelque part sur l'étagère et elle est pas mise à jour et là, bah, il y a quelqu'un qui arrive au bout de 2 ans et il comprend pas ce qu'on fait par rapport à ce qui est mis sur la stratégie, il comprend pas pourquoi on la respecte pas et ça fait perdre du temps à tout le monde et finalement, il y a plus vraiment de stratégie qui est suivie. Heu, Peut-être pour une raison, qui est totalement pertinente, peut-être parce qu'on s'est oublié, parce qu'il y a eu du turnover, donc il faut vraiment la mettre à jour et surtout, une fois de plus, toujours de façon collective. Heu, L'autre point qu'on peut voir, c'est qu'on va essayer de rédiger un document, mais tellement long, tellement fastidieux qu'on va pas passer à l'action. On va vouloir la perfection, heu, au détriment de l'action. Donc là, il faut trouver le bon équilibre en j'ai réussi à impliquer tout le monde, j'essaye et de façon itérative, je vais améliorer ma stratégie de test et de qualité. L'autre point qui peut arriver aussi quand on fait ses premières stratégies de test, c'est qu'on a vu une stratégie dans un projet. On la duplique et on ignore en fait le contexte de notre projet. Mais il faut pas oublier que chaque projet est unique et que même si les grands thèmes génériques sont équivalents, ben, on va peut-être pas commencer de la même façon, parce qu'on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas le même contexte, on n'a pas les mêmes ressources, donc faut faire attention à ça. Et l'autre point auquel il faut éviter, ben, c'est de se lancer tout de suite dans une stratégie qui va inclure de l'automatisation sans réflexion. Parce que l'automatisation n'est pas toujours la bonne réponse. Ça le sera certainement à un moment donné, peut-être pas immédiatement, et qu'il faut une stratégie dédiée avec des objectifs dédiés et des indicateurs dédiés aussi pour l'automatisation. Et donc, s'il faut une stratégie dans la stratégie pour l'automatisation. Et ça, c'est le principe essentiel à retenir. Tout est une question de contexte. Il n'y a pas de solution universelle. Ce qui marche bien chez Netflix ou dans une grande banque ne marchera peut-être pas dans votre contexte. C'est votre équipe qui fait la différence, pas les outils. Ça va vous aider, mais c'est pas suffisant. Les projets, eux, ils évoluent constamment. Votre stratégie, elle doit suivre et être adaptée à cette évolution. Et la communication, c'est vraiment la clé du succès. Communiquer, collaborer, faites fédérer votre équipe sur la structuration de cette stratégie de test et adapter plutôt que copier. Inspirez-vous, mais adaptez à votre réalité du terrain. Les points clés à retenir sont qu'il faut avoir une vision claire et partagée par tous, que la collaboration est essentielle pour chaque étape, que votre stratégie est un document vivant qui évolue et qu'il faut piloter par les données, pas juste par les ressentis, et que vous devez adapter toujours votre contexte au réel de votre projet. Et donc que la stratégie doit être portée par toute l'équipe, mais pas imposée pour vraiment avoir une plus-value et pouvoir fédérer. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la stratégie de test. J'espère que cela vous a donné des idées concrètes pour structurer vos propres tests. N'oubliez pas, commencez simple, impliquez votre équipe et améliorez-vous continuellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la guide et surtout à commenter si vous avez des questions avec des retours d'expérience à partager. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec votre équipe. La qualité est un sujet d'équipe qui se partage. À très bientôt pour une prochaine vidéo ensemble et continuons ensemble de construire la qualité. Allez, ciao!